Mesdames, Messieurs, on a dit 14h15, il est 14h25, il ne faut pas qu'on prenne trop de retard parce que on a quand même une multitude de choses derrière. Et si prendre vos trains avant 22h, c'est 22h. Non, c'est pas ça. Bon, allez, comme je vous l'avais dit, on va faire quelque chose qui, je crois, est important pour notre congrès. Merci d'être là tout de suite. C'est nos amis d'Ecopla. Donc, je les invite à venir sur la scène. Ouais, c'est pas mal, hein? Ouais. Je vais te dire. Merci pour eux. Est-ce qu'ils nous ont rejoints en se levant très tôt ce matin, hein? Donc c'est pas si simple. On est très ravis, vraiment ravis de vous recevoir. Hein. Donc peut-être Laurence, qui est la présidente, donc, que tout le monde connaît, hein, universellement connue maintenant, de l'Union régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Tu nous fais un petit... Juste pour dire, nous, ça fait 2 ans qu'on accompagne les salariés sur la reprise d'Ecopla, au début d'ailleurs qui n'était pas en dépôt de bilan, hein, parce qu'on croit vraiment à la viabilité de ce projet qui fait sens sur tous les points de vue, sens d'un point de vue industriel, d'un point de vue savoir-faire, c'est le dernier fabricant de barquettes aluminium en France. Les financiers, on a bouclé le tour de table sur la question, on a une équipe absolument géniale et mobilisée pour réussir le projet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu consensus sur ce sujet de tous les acteurs, qu'ils soient acteurs politiques, enfin tous les acteurs, collectivités locales ou nationales se sont mobilisés sur les sujets, mais aussi les syndicats professionnels de l'aluminium, de la métallurgie et de l'industrie qui ont vraiment dit qu'il y a un vrai intérêt à sauver Ecopla. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que le tribunal de commerce a privilégié l'offre de reprise par le concurrent italien Cookie qui ne reprenait que le matériel avec un démantèlement. Voilà, un démantèlement du site de production et sans reprise d'aucun emploi. Et cette décision a été confirmée hier en cours d'appel, puisque l'appel a été jugé irrecevable. Mais voilà. Mais du coup, les questions aujourd'hui, c'est comment on construit quelque chose autour de ça, avec le ministère de l'économie qui travaille avec nous sur le sujet, puisqu'on va avoir une réunion aujourd'hui, enfin, qui travaille depuis quelque temps sur le sujet, et en particulier aujourd'hui, on a une réunion avec Michel Sapin pour essayer de construire la suite sur le dossier. Donc ça, c'est la première perspective. Et la deuxième chose, c'est qu'on travaille sur un texte de loi pour essayer qu'un nouvel Ecopla ne se reproduise plus, puisqu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que la loi, dans la liquidation, privilégie les créanciers et pas l'emploi. Et je pense que ça fait sens que le mouvement coopératif se mobilise sur ce type d'évolution législative qui permettent de maintenir les emplois plutôt que... Ouais, c'est très important, ça revient tout à fait à ce que je disais ce matin. Donc notre spécialiste lobby peut déjà s'intéresser à ça, il y a du boulot sur... On vous passe la parole parce qu'on est là pour vous entendre. Alors je ne sais pas qui. C'est bon, alors vas-y. Oui, bonjour, ça va être compliqué de parler après un accueil pareil, mais bon, voilà, on vous remercie. Donc on va être debout parce que ça fait le 8e mois qu'on entame de notre lutte. Voilà, je vais vous parler un peu de l'entreprise Ecopla, donc le seul fabricant de barquettes en alu. On a plus de 50 ans, cette entreprise elle existe depuis 50 ans. C'était une entreprise de Péchiné, la vallée du Grésivaudan était assez forte dans l'aluminium. C'est une boîte qui a été pillée par des fonds de pension américains, par une banque anglaise, la Barclays, et ensuite on a été fini par un actionnaire sino-australien. En 2012, on a remonté le syndicat CGT, on a fait appel à un expert comptable qui a regardé les comptes, on voulait savoir comment marchait une entreprise, et il nous a expliqué qu'il y avait 6 millions d'euros qui étaient remontés à la maison mère en Angleterre.
Donc ça fait 4 ans qu'on se bat pour que ces 6 millions d'euros puissent redescendre à Ecopla, à Saint-Vincent-de-Mercuse en Isère. Notre métier est très simple. On achète de la matière première, on la transforme en barquette, on la livre aux clients, on paye nos salaires. Très peu de valeur ajoutée, mais un métier très simple. Par contre, il nous faut de la trésorerie, et cette trésorerie, c'était tout parti en Angleterre. Ensuite, une fois qu'on a interpellé tous les élus locaux, les députés, la sénatrice Annie David, on a réussi à avoir une tentative de procédure de redressement en 2014 et qui s'était avortée en septembre 2014 parce que cet actionnaire a sorti un bilan financier complètement bidon que le tribunal a accepté. Voilà. Suite à ça, on est allé rencontrer le PDG qui était assez proche de nous et on lui a dit, nous, on vous rachète votre entreprise en scope. Donc ça, c'était fin 2014. Le soir, je suis rentré chez moi, je suis allé sur mon ordinateur, je me suis dit, je vais quand même savoir vraiment exactement ce que c'est qu'une scope et je me suis inscrit sur l'Union régionale des scopes. Et le lendemain, on a fait une superbe rencontre qui dure depuis maintenant 2 ans avec Myriam, qui nous a rappelé exactement le lendemain même. Et voilà. Ça fait 2 ans qu'elle nous suit. On a monté un premier projet. On avait appelé Laurence à ce moment-là aussi pour qu'elle sensibilise les salariés à cette entreprise, à ce projet de reprise en scope. Voilà. Bon, ce projet, on est allé jusqu'au financement. Ça n'a pas abouti parce que ce fameux sino-australien actionnaire unique a dit qu'il avait Ecopla dans le cœur et qu'il voulait le sauver. Il a viré tout le monde. Il a dit que ça allait marcher. Et puis au mois de mars 2016, donc l'entreprise était liquidée parce qu'il restait 27 000 € dans les caisses et 77 salariés. Et là, c'est là qu'on fait appel à nouveau à Myriam et toute son armée mexicaine à l'Union régionale des scopes à Lyon, qui évidemment nous apporte une méthodologie, des moyens humains et financiers qui ferait pâlir d'envie toutes les autres unions régionales des scopes en France. J'avoue qu'avec le collectif, s'il n'y avait pas cet appui, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et on est vraiment redevable de tout le mouvement coopératif parce qu'on est très épaulé par l'ensemble des scopes. Il y a une solidarité et un collectif qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on est encore là. Donc, ce qui nous avait beaucoup plu dans la SCOP et que vous connaissez tous, c'est un salarié, une voix, le partage des bénéfices, le bonheur au travail en quelque sorte. Donc, mais avant d'en arriver là, parce que malheureusement on n'a pas encore créé les statuts ni fait notre SCOP, mais on va y arriver. Donc on a dû gravir l'Everest, le Mont Blanc, l'Annapurna et le Kilimandjaro, à savoir on a dû faire un tour de table avec les banquiers et les investisseurs, donc savoir ce que c'était un compte d'exploitation, une marge brute, le haut de bilan, le bas de bilan, alors qu'à la base on est des ouvriers avec une charlotte, des chaussures de sécurité et puis le petit vêtement bleu pour faire tourner les presses. Donc, on a réussi ce tour de force de faire un tour de table avec les banquiers et les investisseurs. Afin de valider notre projet, il fallait également qu'on refasse notre petit tour de France. Donc, Christophe a mis sa cravate, si, je vous le jure, moi mon tailleur, et puis voilà, on est allé voir tous les clients de l'industrie agroalimentaire que vous connaissez, hein, c'est Marie, Brossard, Pasquier, La Fournée Dorée. On a pris notre petite voiture de location, notre avion EasyJet, et on a été très surpris par le temps qu'ils nous ont accordé. Le minimum de temps des rendez-vous, c'était 1 heure à 2 heures. Comme quoi, le projet coopératif, une SCOP, ça ne fait pas peur. Bien au contraire, ils étaient contents de voir le commercial, certes, mais aussi la conservation d'un savoir-faire, et qui plus est, unique en France.
Après, comme je vous ai dit, toujours le Mont Blanc, l'Annapurna, le Kilimandjaro. Donc, on est allé à la préfecture de l'Isère devant un jury de 15 personnes. Il fallait appuyer sur le petit bouton pour parler dans le micro. Donc, on a défendu notre projet et on a raflé 400 000 € du fonds de revitalisation, à savoir l'intégralité du montant. On est allé également à la communauté de communes devant le vice-président et là, on a redéfendu notre projet. Voilà, crac, crac, ça s'était fait. Et puis, évidemment, il a fallu aussi être devant un jury à l'URSSCOP, devant vous, messieurs, dames, et vous avez validé notre projet. Donc voilà, on s'est dit de toute manière, on a perdu notre boulot, donc on n'a plus rien à perdre. Et à chaque fois, on y est allé dans cet esprit-là, avec toujours l'envie de créer cette scope. Et comme l'a dit Laurence, malheureusement, le 16 juin, il y a eu cette ordonnance du juge-commissaire qui est tombée et qui a fait que notre combat est devenu une lutte avec voilà, les montagnes russes et c'est devenu du juridico-juridique. Mais on a toujours cette petite étincelle et cette petite lumière qui brille dans notre œil, parce qu'on espère toujours avec le collectif, avec là on n'est que 4 aujourd'hui, mais on est encore 15 à tenir et à vouloir à tout prix faire cette scope. On va y arriver et j'espère que dans 4 ans, eh bien, on sera assis de l'autre côté. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. C'était émouvant. C'est ça le mouvement Stop. Jusqu'au bout.